Ça dépend comment on a été élevé, comme dirait ma mère, mais il y a des gens pour qui, dans un restaurant, voir une assiette retournée vers les cuisines, alors qu'encore presque pleine, vers les poubelles, c'est un spectacle qui les dérange. Surtout quand on pense à la faim dans le monde. Et en cette fin de siècle, on peut dire faim dans notre société, parce qu'il y a des gens ici même qui mangeraient ce que nous jetons. Mais imaginez-vous qu'il y a des gens pour qui la faim est en plus une terrible épreuve psychologique qui les pousse presque à l'autodestruction. Il y a des gens dans un pays industrialisé, des jeunes adultes, qui refusent de manger. Ça s'appelle l'anorexie. Il y a aussi un autre problème d'alimentation, celui-là s'appelle la boulimie. Ce sont les gens qui vont s'empiffrer en un temps record, puis qui se purgent pour se sentir encore plus vides et ainsi, d'une certaine manière, se punir. Mais qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi? Une équipe du Match de la vie est allée à la rencontre de 3 femmes qui viennent de sortir d'un long jeûne et qui viennent tout juste de retrouver l'appétit de vivre. À l'école, j'étais la grosse toutoune. À l'école primaire, c'était tout le temps ça, la grosse toutoune. Puis à l'école secondaire, j'étais pas mince. Je me le faisais dire, moi, souvent au secondaire, le monde, ça mature un peu, là. Mais même à ça, là, des fois, des commentaires. Puis je me sentais pas bien dans ma peau. Le corps de la femme, c'est un éternel projet. Je vais maigrir ici, je vais en perdre là, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais vraiment me mettre en forme cet été, je vais faire du Nautilus, je vais me muscler, je vais me mettre au régime. Il y a tout le temps, il y a toujours un projet quelconque parce qu'on n'est jamais satisfaite de son corps. « 95% des personnes qui ont des troubles d'alimentation, ce sont des femmes. Et l'estime de soi et l'image corporelle pour les femmes, c'est très relié. Alors, si j'ai de la peine ou une perte de contrôle, je vais essayer de remodeler au moins une partie de ça, c'est-à-dire de correspondre à des critères de succès, à des critères de minceur qui vont me remonter le moral. Au Québec, en 1995, sur 100 femmes âgées de 12 à 25 ans, une est anorexique et 5 sont boulimiques. On dresse le même portrait dans la plupart des pays industrialisés. Et ces 2 formes de troubles de l'alimentation ne semblent pas en voie de disparaître. Au contraire, les pressions que subit la femme pour que son corps épouse la silhouette des mannequins sont présentes partout. Tu vas regarder une émission de TV, par exemple, puis là, sont 5 belles filles, toutes minces, la vie est belle, ils ont des chums, ils mangent, tout est beau, là. Ils vont à l'école, ils ont des activités. Puis là, je me regardais, puis moi, j'étais assise dans mon salon, puis je mangeais, puis il n'y a pas d'adéquation, là. J'ai pas la même vie qu'eux, puis moi, je m'ennuie. Je dis, ben, c'est peut-être si j'ai la même vie qu'eux, ben, si j'ai le même corps qu'eux, je vais avoir la même vie qu'eux, je vais peut-être me faire plus d'amis, puis tout ça. On était à l'époque de Twiggy, donc déjà, les canons de la beauté étaient d'être très minces. Alors, j'ai coupé la nourriture. J'ai pas mangé, pour ainsi dire, à peu près pendant 3 ans. Si je mangeais une carotte par jour, c'était à peu près une carotte, un petit yogourt nature, c'était à peu près rien. Et je suis donc devenue, de fait, très, très maigre, 5 pouces dans un an. Donc, à 5 et 8, je pesais 90 livres. C'était très, très maigre. Ah, pour me sentir pure, je me sentais pure, je me sentais forte. Regardez les autres filles, là, moi, je suis capable de pas manger, puis je suis capable d'être mince, puis d'être belle. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je dirais que j'ai été anorexique pendant 15 ans, aux alentours de 15 ans. Donc, c'est de 15 à 30 ans. Chez ce qu'on appelle l'anorexie nerveuse restrictive, c'est l'anorexie nerveuse classique dans laquelle la personne surcontrôle son alimentation, toujours sans aucun symptôme boulimique. En d'autres mots, sans orgie alimentaire, sans purge. L'alimentation est surcontrôlée au lieu de hors de contrôle. Ces gens ont tendance, sur le plan de la personnalité, aussi démontrer des traits de surcontrôle. Un perfectionnisme, contrôle émotionnel, peut-être tendance à être un peu distante ou inaccessible sur le plan interpersonnel, qui vit souvent selon des patrons très régimentés. Dans le moment, elle se dit avoir... Howard Steiger dirige l'équipe multidisciplinaire de la Clinique des troubles de l'alimentation de l'hôpital Douglas. C'est le seul centre québécois spécialisé dans le traitement de l'anorexie et de la boulimie chez les adultes. Par contre, aujourd'hui, je la regarde d'un œil différent. Joanne a amorcé une thérapie à la clinique externe de l'hôpital Douglas il y a 1 an et demi, après avoir passé 1 mois dans un hôpital psychiatrique. À 34 ans, elle lutte toujours contre l'anorexie. Son mari et ses 3 enfants lui ont fait prendre conscience de son comportement.
Habituellement, le midi, je mangeais pas ou je pouvais manger un bâtonnet de céleri l'après-midi. Le matin, je mangeais vraiment en petite quantité. Puis le soir, quand j'arrivais pour manger, mais c'était toujours dans des soucoupes, des assiettes plus petites, comme ça, ils étaient comme plus remplis. Puis les enfants me passaient souvent des remarques. Pourquoi tu manges dans une soucoupe? Puis c'était une question que je pouvais pas leur répondre. Avant que je rentre, le médecin général m'a dit « Tu marches pas, tu restes couché dans ton lit puis tu bouges pas parce que sinon ton cœur, il va arrêter. » Tantôt anorexique, tantôt boulimique, Alexandra jonglait avec la mort quand elle a été admise à la clinique interne de l'hôpital Douglas. La jeune femme de 21 ans pesait à peine 41 kilos ou 90 livres, un poids plume lorsqu'on mesure 1,78 m, 5 pieds 10 pouces. Moi, je mangeais des sucreries des fois. Je mangeais un bonbon le matin ou deux. Un petit peu de bonbon, là, ça me tenait pour toute la journée. Ou je mangeais un muffin, mais c'était toute ma journée, ça, un muffin. Je pouvais manger... Des fois, je me payais un morceau de gâteau au fromage, mais ça me durait là, bien longtemps. Je faisais du vélo pendant 2-3 heures par jour, avec rien dans le corps. Du jogging, du tennis pendant 3 heures. Non, mais là, moi, j'aimais tous les sports, hein, fait que ça me permettait de maigrir toujours plus. Puis, c'était comme ça que je pouvais mériter de manger. Les filles qui vont développer des troubles d'alimentation, il faut garder ça en dedans. Et puis, à ce moment-là, ben, ça fait son chemin. Puis c'est par leur corps qu'elles vont utiliser cet outil-là pour prendre le contrôle ou pour se faire du mal. L'anorexique et la boulimique ont un dénominateur commun, la peur d'engraisser. Si l'anorexique contrôle ce qu'elle mange de façon excessive, de son côté, la boulimique perd le contrôle de son alimentation. Typiquement, une personne atteinte avec la boulimie va se restreindre de la nourriture pendant la plupart d'une journée. Puis souvent, elle essaie de manger d'une façon très minimaliste ou contrôlée vers l'heure de souper, et elle découvre qu'elle ne peut plus contrôler son appétit. Et naturellement, vu cette peur ou phobie de prendre du poids, elle peut devenir très craintive quand elle voit qu'elle mange plus qu'elle avait planifié. Et c'est là où les gens vont souvent filer portés à se purger ou pour contrôler l'effet des calories qu'elle mange. Quand j'étais boulimique, il y a des aliments que je consommais toujours quand je faisais mes binges, qu'on appelle, là, des orgies. Puis ces aliments-là, aujourd'hui, je les ai en aversion. On voit aussi tendance de personnalité qui suggère plus une impulsivité, à l'occasion d'un manque de contrôle, les fluctuations d'humeur importantes. Dans une certaine sous-groupe, on voit des patrons qui suggèrent aussi d'autres tendances, manquer les contrôles sur les pulsions, comme par exemple l'abus des substances, l'alcool par exemple, ou dans l'extrême, les tendances autodestructives, de prendre beaucoup de risques avec soi-même. Les troubles de l'alimentation sont issus de causes multiples. Les spécialistes parlent de modèles bio-psychosocial. Sur le plan social, la minceur est plus que jamais synonyme de réussite. L'image de la femme-enfant valorisée par les sociétés industrielles nous le rappelle sans cesse. Les médias, les centres d'amaigrissement et de conditionnement physique encouragent entre autres la femme à atteindre cet idéal. L'anorexie, tu vis ça tout seul, ça paraît pas. L'alcool, la dope, toutes sortes d'autres espèces de dope, ça paraît, ça sent. On défaille au niveau d'une performance intellectuelle. Ça paraît pas. On est en même temps très performante et personne ne le sait. Et on est d'une beauté, on est dans le fond avec les déesses. Alors, on est tout ce que la société nous fait envier. Sur le plan biologique aussi, il faut penser en termes de certains facteurs héréditaires qui courent dans des familles, qui pourraient augmenter le risque du développement d'un trouble alimentaire. Je ne dis pas qu'on hérite directement un trouble de l'alimentation, mais par exemple, on voit que et l'anorexie et la boulimie nerveuse développent dans les familles. On voit à travers des générations des tendances à avoir des niveaux de dépression, des troubles affectifs, comme on dit, élevés. Les facteurs psychologiques reliés aux troubles de l'alimentation sont divers. On associe à l'anorexique la peur de vieillir et de vivre une sexualité conforme aux personnes de son âge. La boulimique, elle, déteste son corps et peut même en arriver à détester la vie.
L'abus sexuel fait aussi partie du portrait clinique d'environ 50% des boulimiques. Inceste, agression ou abus sexuel de quelque nature laissent des marques dans l'estime que se porte la boulimique. J'ai eu des troubles jeunes dans l'enfance, puis je pense que quand on arrive à l'âge adulte, les troubles, quand on les règle pas, ils vieillissent avec nous, puis plus on vieillit, plus le trouble il grossit. Puis la façon dont le problème me faisait signe, c'est par mon alimentation. Le contexte familial est très important parce que, comme vous savez, je pense, contexte familial, c'est là où les jeunes, les enfants établissent leur personnalité, ils établissent leur estime d'eux-mêmes. Je suis de la génération du père absent, du père très, très, très performant aussi. Donc, peut-être que pour arriver à lui plaire minimalement, il fallait que je sois au maximum de tout. Et ça, j'y arrivais jamais. Donc, j'étais jamais à la hauteur de recevoir un amour si petit soit-il. Et je pense qu'on se sent rien quand on se sent pas aimé. Et quand on se sent pas aimé, on n'apprend pas à s'aimer. Moi, je dirais que c'est à partir de 12 ans. Quand j'ai fait la transition du primaire au secondaire, mes parents se sont divorcés en plein à ce moment-là. J'ai décidé de rester avec mon père. Puis là, j'étais pas mal toute seule. L'adolescence. Mais j'ai pas eu vraiment de crise d'adolescence parce que là, je devais remplir un rôle d'adulte. Parce que ma mère était partie, mon père, le lavage puis la bouffe, il s'occupait pas beaucoup de ça. Fait que c'était moi, je devais être comme une femme à la maison. Pas d'amour, pas d'âme, pas de sentiment d'existence, pas d'ancrage, pas de sentiment d'être en vie. C'est une douleur atroce. Et c'est une douleur qui perdure des années. Oh, je connaissais ça, l'anorexie. Je le savais que j'étais anorexique. Je pouvais t'en parler pendant des heures, de façon intellectuelle, les symboles, tout ça. Mes émotions, par exemple, je les connaissais pas. Quand j'étais fâchée, je le savais pas. Quand j'avais de la peine, je le savais pas. Je pleurais quasiment pas. Je rentrais ici avec un gros sourire. All right, j'étais Douglas, tu sais. J'étais malade, là. J'étais assez malade pour être dans un hôpital psychiatrique, puis j'étais même pas triste. Non, ici, ils t'apprennent à te rebrancher sur toi-même, sur tes émotions, sur tes besoins. À dire, là, je suis assis, je regarde la TV toute la soirée, je bouge pas, et c'est pas grave. Je fais rien. Je suis une personne quand même, j'ai de la valeur quand même si je fais rien, si je suis pas productive. Il essaie de montrer avoir une estime de toi-même. J'ai pas besoin de porter du 6 ans là, pour m'aimer. Tu sais, je me trouve bien plus belle comme ça, avec des belles joues, puis j'ai de la santé. Je suis capable de rire fort, de pleurer quand c'est le temps. Italienne, pour le pâte, parce que le pâte léger. Oui. Après une thérapie de 6 mois, Alexandra a donc retrouvé l'appétit de vivre, le goût de manger. Mais avant tout, elle a appris à s'aimer. Je vais essayer de profiter de la vie un peu, là. Puis est-ce que tu te trouves belle maintenant? Ben, quand je suis de bonne humeur, je me trouve pas mal belle, oui. Oui, pas mal belle. Je suis fière de moi, je pense. Dans un sens, là, j'ai atteint mon objectif. J'avais 55 livres à prendre, puis je l'ai fait. Puis je me sens mieux, plus je suis capable là, physiquement. Là. Puis ceux qui me trouvent pas belle, ben, qui regardent ailleurs. Hein? Et les informations que j'ai à vous donner en fin de reportage ne sont pas très roses non plus, puisqu'on nous dit qu'il y a de plus en plus de jeunes, filles et garçons, qui se privent volontairement de manger par choix inconscient, sorte d'appel à l'aide parce qu'ils manquent d'affection. Et mis à part l'hôpital Douglas et l'hôpital Sainte-Justine que vous venez de voir dans le reportage, il semble qu'il y a très peu de professionnels de la santé qui soient préparés à faire face à cette détresse de jeunes qui n'ont plus ni faim ni soif de vivre. Des vaches comme celle-ci, en fait, les propres demi-sœurs ou cousines de celles que vous voyez derrière moi, vous allez les trouver en Chine, au Brésil, en Italie, en Irlande, en fait, dans une douzaine de pays. Le Québec est devenu exportateur de semences et d'embryons de vaches Holstein à haute valeur génétique. Nos belles noires et blanches ont une valeur internationale.